Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les jours, je vous fais une petite revue des news et des indicateurs qui m'ont intéressé. Donc déjà on commence par la map qui est bien dans le rouge, un Bitcoin qui a perdu à peu près 2,5%, 3%. Pour l'essentiel, on est autour de 8 à 10% de baisse sur le marché. Ça peut être juste une respiration ou un début de retournement. Pour le moment, bien évidemment, on parle d'une respiration. En tant que le Bitcoin est au-dessus de 27, 28 000, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà, on voit que ça commence gentiment à corriger, à voir comment ça se passera dans les prochains jours. On va peut-être enfin pouvoir acheter des actifs qui nous intéressent à suivre du coup. Première info, depuis la chute des banques américaines en mars, donc notamment la Silicon Valley Bank, c'est près de 60 milliards qui ont été retirés lors du coup du dernier mois, du mois qui vient de s'écouler en Amérique. Donc ça donne quand même une idée du contexte dans lequel se trouvent les Américains. Après, 60 milliards, c'est vraiment beaucoup, mais vis-à-vis de la masse monétaire en Amérique et des réserves qu'il y a dans les banques, c'est pas non plus énorme, hein. On parle ici d'une baisse des dépôts de 5%, d'une baisse ici de 3%. Bon, ça reste tout à fait acceptable, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut largement absorber, mais ça montre quand même que le marché se souvient, les gens se souviennent, hein, de ce qui s'est passé dans les années précédentes, et notamment, je pense, en 2008, et ils ont eu peur, et ils sont allés chercher des liquidités, et globalement, je pense que ça va se ressentir dans les prochains mois sur, du coup, l'activité des banques, hein, tout simplement. Je pense que les gens vont faire un peu plus attention, et donc on aura des conséquences potentielles, à voir si c'est vraiment impactant sur le marché ou pas. Honnêtement, j'en doute un petit peu, mais le chiffre est quand même marquant, 60 milliards, donc ça valait le coup d'être souligné. On continue ici avec un peu de la réglementation, on va commencer en Asie, ici Hong Kong du coup, une affaire qui datait depuis 2019 avec Gatecoin, donc un échangeur qui avait fermé suite à des soucis avec un de ses partenaires qui lui en fait permettait de lui faire des échanges. Donc il y a eu des soucis, on va pas rentrer dans ce détail là, mais concrètement il avait fermé, il restait des cryptos au sein de l'échangeur et se posait la question de comment elles allaient être considérées. Donc vous voyez, il a fallu attendre 3 ans et demi, 4 ans pour que du coup les juridictions d'Hong Kong décident que ce sont des properties et que du coup elles font l'objet du coup d'être détenues en fiducie. Donc c'est plutôt positif, c'est la première fois que ça arrive à Hong Kong, c'était déjà arrivé dans d'autres pays d'Asie et au Royaume-Uni. Donc il y a un lien entre le Royaume-Uni et Hong Kong, évidemment entre Hong Kong et le reste de l'Asie, même si les réglementations sont différentes pour les trois. Et donc on entre ici dans une situation plutôt favorable aux cryptos. Et du coup, je vais poursuivre avec cette dynamique-là, et on voit ici des liens en fait entre du coup les banques d'État asiatiques, chinoises notamment, et les cryptos. Donc on a plusieurs éléments ici. On nous dit déjà là où les États-Unis veulent rendre illégaux certains stablecoins, bah, la Chine, elle prend du coup le contre-pied. Donc la Chine qui avait strictement interdit les cryptos il y a quelque temps, là qui revient dessus, qui change complètement ça, et qui nous dit du coup, on va justement faire l'inverse. Et donc on voit des banques d'État qui, donc quand je dis des banques d'État, c'est des banques qui sont affiliées à l'État, qui ouvrent des comptes à des entreprises crypto. C'est le cas notamment ici de Bank of Communication, qui est une grosse banque chinoise, une ancienne banque, c'est pas la seule, hein. Donc ils travaillent déjà avec les banques à Hong Kong, donc c'est pas tout à fait nouveau. Mais voilà, il y a aussi Zella Bank ici. Donc là, ils l'ont fait dans une juridiction qui n'est pas celle de Hong Kong, hein. Donc ce qui se passe à Hong Kong n'est pas référentiel de ce qui se passe dans le reste de la Chine, hein. La juridiction n'est pas pareille pour Hong Kong que pour le reste de la Chine. Et du coup, ici, on le voit, il y a eu en fait un pas fait en avant. Et donc, au contraire des banques occidentales, il se peut que les banques financées par la Chine soient celles qui avancent le plus rapidement et commencent à explorer l'ouverture vers les acteurs crypto et le Web3. Donc, globalement, des informations qui vont dans le sens de l'Asie, et on verra, c'est effectivement ce que pensent en fait certaines personnes en Amérique. On va voir ça dans les news qui suivent, du coup, favorables. Et pour le coup, ça va un petit peu dans cette narrative du bull run asiatique, même si on n'a plus trop l'impression que ça soit pertinent maintenant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut alimenter ça. Je continue du coup ici avec l'Australie, qui a installé plus d'ATM que toute l'Asie. Alors qu'est-ce que c'est les ATM? Eh bien, un ATM dans le monde bancaire, c'est tout simplement un distributeur de billets. Donc quand vous voulez retirer du cash, vous allez à un ATM, c'est cette machine-là. Donc effectivement, on s'en sert de moins en moins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Amérique, c'est surtout cette map-là que je vais vous montrer, en Amérique, donc vous voyez, ça représente
84% du total, il y a des ATM en fait, crypto, où vous pouvez du coup avoir accès à des cryptos via des machines. Donc c'est quand même assez intéressant. Et on voit que du coup, l'Australie, là, bon, c'est 1%, et en fait, l'Asie en a très très peu, et l'Europe aussi, l'Europe c'est de l'ordre de 4%. Donc, essentiellement, c'est un service qui est américain, donc la news en elle-même, elle n'est pas hyper parlante, mais c'était l'occasion de mettre en avant que l'Amérique, malgré tout, ils ont quand même certaines choses que nous, on n'a pas, ils utilisent certains outils que nous, on n'utilise pas, par exemple les ATM. Alors certes, c'est pas une révolution technologique, c'est pas quelque chose qui va changer le monde, mais quand même, on voit qu'au niveau de l'adoption, ils ont quand même ce genre de choses que nous, on n'a pas et qu'on voit pas forcément ailleurs. C'était intéressant d'en parler également. On revient du coup sur la réglementation et donc on poursuit avec l'Amérique. Donc ce cher monsieur Gensler, hein, dont on a parlé déjà hier et qui du coup s'est fait tirer dessus vis-à-vis de ses propos et du coup de sa façon de gérer la réglementation au niveau des cryptos. Donc on le sait, hein, il a un peu exagéré, ça a été un peu le ressenti général, il est un peu allé dans tous les sens, il a un peu critiqué tous les types de crypto pour, en plus, ne pas vraiment déterminer ce qu'elles étaient, vu qu'on ne sait toujours pas si c'est des securities, si c'est des matières premières, enfin, c'est toujours pas bien défini. Et donc, il y a des membres du Congrès qui commencent à dire que voilà, il met en danger la compétitivité américaine, parce qu'on l'a vu, les entreprises américaines commencent à avoir envie de partir. On a vu un article hier de Coinbase, mais c'est certainement pas les seuls. Donc voilà, Gensler pousse les entreprises crypto vers la Chine, hein, parce qu'on le voit, là, la Chine en fait est en train de se mettre dans la position inverse, et donc bah, ça va attirer du monde, hein. Si on a une réglementation plus souple, évidemment, les entreprises vont avoir tendance à se délocaliser vers les lieux les plus accueillants. Globalement, il refuse en plus d'aborder les affaires FTX et Coinbase, donc il n'explique pas ce qu'il en pense, qu'il en a déterminé, etc. Il est peu transparent sur ce point-là, et donc on a en fait un peu cette conclusion de certains Omid Malekan, donc un professeur en business school, qui nous dit que globalement, les USA, ils agissent un peu comme un empire vieillissant à cause de la SEC, et qu'ils risquent de perdre en fait ces parts de marché, ils risquent de perdre cette potentielle technologie et cette avance qu'ils pourraient avoir, qu'ils ont eu depuis des dizaines d'années dans le monde technologique. Et ben là, ils sont potentiellement en train de la laisser aller à cause des actions de la SEC. Bon, il est vraisemblable que ça ne dure pas, et que l'Amérique, qui a toujours aimé être un leader d'un point de vue technologique, et qui a tiré une partie de sa croissance grâce aux acteurs technologiques, ne se laisse pas distancer de façon aussi évitante. Ça me paraîtrait assez logique. On continue ici avec Gensler rapidement, parce qu'il y a quand même toute une tirade sur, du coup, Ethereum. Je crois que ça a duré 2 heures et quelques, où globalement, en fait, il n'a pas été foutu d'expliquer ce qu'était Ethereum. En fait, il ne l'a pas classifié, donc on ne sait toujours pas si Ethereum est une securities ou pas, et si du coup ça devrait être régulé par la SEC ou une autre entité, comme par exemple la CFTC. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça a duré 4 heures. Ici, ça en a duré 2 et quelques, donc je suppose que c'était dans le même discours, sinon c'est extrêmement long. Mais voilà. Le procès avec Ripple aussi, qui dure depuis 2 ans et demi. Enfin, globalement, ça traîne, c'est pas clair. Et en fait, le manque de clarté dans la régulation et le manque de flexibilité fait que globalement, il a été considéré comme un contrôleur financier incompétent sur le terrain des cryptos. Donc ça ne plaît pas. Et on parle d'ailleurs de certaines entreprises comme Bitrex ou Nexo qui ont arrêté en fait de desservir les États-Unis. Donc globalement, ça inquiète un peu. Ça inquiète les personnes qui ne sont pas en charge de ces réglementations, et ça paraît logique. Donc on pourrait peut-être voir des choses bouger ici. Et si ça bouge de façon très positive, effectivement, ça pourrait être des arguments d'un narratif d'un prochain bull run, donc à suivre avec grand intérêt. Maintenant, on va passer aux indicateurs qu'on regarde habituellement. Ici, les levées de fonds. Bon, vous voyez, il n'y en a pas eu beaucoup dans les derniers jours, et en plus, ce sont des toutes petites levées de fonds. Donc, on ne va pas forcément trop s'y intéresser. J'ai vu qu'on avait un petit peu ici de ZK Rollup, mais bon, 5 millions, ça reste tout gentil, on est vraiment au début. On a de l'infrastructure, on a du non-custodial wallet ici. Bon, des choses un peu différentes, mais qui, à mon sens, sont très légères, donc j'ai pas creusé plus que ça, pour être tout à fait transparent. Ici, au niveau des émissions de tokens, on a Rune qui va émettre 3%. On a des projets dans lesquels on n'est en fait pas investi, en tout cas pour ma part, donc pour le moment, rien qui ne m'intéresse vraiment, mais je continue à regarder ça tous les jours. Et on va conclure du coup sur Bitcoin. On voit ici au niveau de la dominance qu'il est en train de gentiment nous refaire une semaine dans le vert, donc écoutez, à suivre, on verra bien, hein. Pour le moment, le marché est en baisse, mais Bitcoin baisse moins que le reste. Intéressant. Ici, Ethereum sur Bitcoin, on voit c'est dans le rouge. Et on finit par cette petite analyse du Prof Chain qui nous parle des mineurs, parce que c'est quand même super intéressant les mineurs. Donc comment est-ce qu'ils ont vécu du coup les derniers mois?
depuis surtout les plus bas de Bitcoin, où globalement on sait que le coût d'électricité était plus important que le coût des Bitcoins, et donc c'était pas rentable en fait. Il y a eu beaucoup de ventes à ce moment-là de matériel. Il nous dit le coût de production d'un BTC c'est environ 22 000 $. Donc on est au-dessus maintenant, donc ils sont à nouveau rentables. C'est ce qu'on voit ici. Un revenu quotidien moyen des mineurs, donc c'est 30 000 $ par jour. Donc ça, bon, ça dépend évidemment du nombre de machines que vous avez. Hein. Ici, c'est pas mis en avant, donc c'est difficile de se faire une idée de ça. Mais effectivement, si on compare ce chiffre moyen vis-à-vis du coût moyen, bon bah là, effectivement, ils sont largement positifs, de 8 000 $ par jour, donc très bien. Sachant que, évidemment, c'est quelque chose qui évolue au quotidien. Il me dit, en observant les flux des portefeuilles des mineurs, on peut obtenir un proxy de leur comportement, effectivement, donc s'ils vendent ou s'ils ne vendent pas. Et depuis 2021, les flux quittant des réserves de mineurs vers les échanges chutent. Donc globalement, ils vendent moins leur bitcoin, enfin ils envoient moins leur bitcoin vers les échangeurs et donc ils le vendent moins. Donc une baisse de leurs dépenses, ça d'accord, hormis grosse capitulation et chute du hash rate. Donc hash rate, c'est la difficulté de minage. Il nous dit les flux nets entrées-sorties sur 7 jours indiquent des valeurs proches de 0. Donc les mineurs adoptent une position plutôt neutre au final. Ce serait un peu ça sa conclusion. Donc bien que les opérations des mineurs moyens soient à nouveau rentables, et ça l'est depuis déjà plusieurs semaines, ceux cherchant à faire des profits attendent en fait. Ils espèrent faire des gains plus importants dans plus longtemps. C'est effectivement logique. Hein. Je pense que quand on est mineur, c'est pas pour vendre tout de suite, c'est pour vendre quand on aura... Enfin, on a le temps en fait. L'idée, je pense qu'on est mineur, c'est qu'on a le temps et que du coup, on va juste essayer de financer les coûts de production et le reste, on le garde pour quand le Bitcoin vaudra beaucoup plus cher parce qu'on est évidemment à fond dedans. C'est un peu ça l'idée. Donc, conclusion, la situation des mineurs s'est quand même bien rétablie depuis début 2023, depuis la hausse du Bitcoin, c'est logique. L'activité de minage est de nouveau rentable. Donc, ça a été vraiment pas rentable que quand on a été en dessous de 22 000. Donc, ça n'a pas été non plus une période si énorme, ça a été quelques mois. Et du coup, les flux des mineurs qui nous signalent un comportement relativement neutre pour le moment. Ok, quelque chose de plutôt tempéré, j'aime bien l'idée, et c'est ce sur quoi je conclus la vidéo. Je vous dis merci de m'avoir écouté, et à demain.